Who can I call when it's just me? Motherfucking flaws, someone set me free. Karma's got you good, karma's got you beat. Le tome 1 de Miwa n'est-il pas l'exemple de l'afro-manga qui nous explique qu'est-ce que l'afro-manga, comment il se situe dans la société, comment en faire un? On va tout expliquer sur cette vidéo. Salut les héroïnes et les héros, je suis Kembo de la chaîne Waxan, un média afro-pop culture. Je suis là pour vous parler des afro-mangas et des œuvres africaines en tout genre pour développer une culture afro de ces œuvres et pour montrer aussi de la visibilité. Et donc aujourd'hui les héroïnes et les héros, j'ai envie de vous parler de Miwa de Nzondi Édition. Alors Nzondi Studio, c'est un studio très récent, je vais vous parler de son histoire, mais avant tout il faut que je vous parle de qui sont les auteurs à la fois du studio et de ce manga. Donc pour cette œuvre, on a Talian, le dessinateur. Ces planches, je pense que vous les verrez défiler dans la vidéo, elles sont super belles. Et on a aussi Sedo, originaire de la Guadeloupe, qui a fait un travail de scénariste très bon, surtout qu'il y a du créole dans son histoire, et donc il rend hommage à sa culture guadeloupéenne. D'ailleurs, Talian, c'est un Congolais, Brazzaville 242. Bref, en tout cas, la grosse force, j'aime beaucoup en fait les mélanges comme ça entre les personnes à la fois occidentales, africaines. C'est des mélanges qui font des belles choses comme Nzondi Édition, Nzondi Studio, qui se veut être un studio multi, voilà, à la fois dans l'édition ici de manga, de jeux vidéo aussi et d'animation. Donc ils ont envie de toucher un peu tous les bords. Un peu comme, vous voyez l'univers Dofus? Bah c'est un peu leur exemple, voilà, j'ai regardé leurs vidéos, j'ai fait mes devoirs, eux-mêmes s'ils regardent cette vidéo, ils comprendront qu'ils ont fait cette référence à Dofus pas mal de fois. En tout cas, on va revenir comme je vous l'ai dit à Nzondi Studio, sa création. Bah d'abord, pour revenir à la création de Nzondi Studio, bah en fait c'est la création de ce manga Miwa, le tome 1. Donc pour le créer, ils ont voulu avoir une maison d'édition qui publie leur manga. Et le problème c'est que c'est une œuvre afro. Et donc je vais vous expliquer un peu avant tout qu'est-ce qu'un afro-manga. Alors, personnellement je définis un afro-manga comme une bande dessinée, une œuvre illustrée avec des cases et des planches. On peut retrouver la BD, le manga, le comics, créé par ou des personnalités africaines ou afrodescendantes ou voilà de la diaspora africaine dans le monde et afro-caribéenne. Et dont l'histoire met en scène des thématiques de la communauté africaine ou afro et met en avant aussi un environnement africain ou afro. Et donc un afro-manga, c'est un récit qui porte une des voix créatrices africaines et afro. Et donc Miwa correspond à cela parce que vous verrez les thématiques afro qui seront exploitées dans le livre, dans ce manga. Et Miwa est un bon exemple d'un afro-manga parce que comme je vous l'ai dit, ils ont essayé d'être quoi? Un manga édité. Et malheureusement, c'est un ovni. Bon déjà, c'est vrai que les maisons d'édition françaises, elles font confiance qu'à des gros noms, donc ils sont pas très connus, on va pas se mentir. Et aussi leur œuvre, leur synopsis, c'est entre guillemets un peu inconnu. C'est pour ça vraiment faites confiance à ce genre d'œuvre, lisez-les, parce que souvent vous allez découvrir des pépites et des histoires qui sont différemment racontées que dans les shonen classiques que vous avez l'habitude de lire. Là vraiment vous aurez quelque chose de très original, donc je vous le conseille. Et donc, dans l'histoire, vous allez trouver de l'originalité, ce qui n'est pas du goût des maisons d'édition. Parce que elles ont peur, elles ont de la crainte, elles veulent vendre, elles veulent quelque chose de sûr. Donc, Miwa, c'était non. Elles vont faire comme beaucoup de créations afro. Elles vont
ils vont partir en indépendant et donc créer leur propre boîte, Nzonzi Studio. Franchement, c'était une très bonne idée de faire ça parce que comme je vous l'ai dit, ils veulent vraiment faire des choses grandes et peut-être avoir plus d'œuvres sur la culture afro. Et surtout, ils vont réussir à publier leur manga, qui est super bien dessiné, très bien narré, comme je l'ai dit, avec les pointes de crayon et tout. Leur manga, je sais plus, il me semble que ils ont mis 2 ans à le faire. En tout cas, j'ai commencé à en entendre parler l'année dernière, donc en 2024. En 2025, c'est là où elle est sortie officiellement. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça super cool parce que en fait, c'était quelque chose d'inédit. Tu voyais le gars, il tweetait un peu par-ci par-là, mais il avait pas beaucoup de reconnaissance, en tout cas sur Twitter. Il a commencé à gagner de la réputation sur TikTok, et dont les dessins de Talian buzz de temps en temps. Et sur Instagram aussi, le compte est productif. Et ils sont allés faire pas mal de collabs avec des personnes de l'animation. Donc, c'est là où on voit que ils essayent de se connecter pour se faire connaître. Parce que oui, donc c'est un jeune studio, et ils doivent se faire connaître, ils doivent se faire vendre. Au départ, c'était uniquement en e-book qu'on pouvait retrouver Miwa. Et aussi, il était retrouvable en Afrique. Au Billy BD, par exemple, il avait remporté, il me semble, un trophée. Mais là, je pourrais pas vous le dire lequel, malheureusement. Donc, c'était en Afrique qu'il a été d'abord commercialisé. En France, vous pouvez le retrouver sur le site internet, vous pouvez le précommander. Bon, là, on va le parler de les défauts, mais j'ai quelque chose à dire sur le format papier. Oui, moi, je dis les points positifs. Je vous présente l'œuvre, mais il faut aussi dire ce qui est pas très bon. Bref, continuons. Après la création de Nzonzi Édition, eux aussi de Nzonzi Studio, ils veulent s'étendre en faisant un vrai groupe d'animation. Donc là, je sais pas exactement ils travaillent sur quel projet, mais ils sont en collab avec plusieurs studios d'animation comme Jiminy au Congo. Ils sont aussi en train de réfléchir à faire un jeu vidéo, donc ça va être quelque chose de pas mal. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est s'ils font un jeu vidéo, ne faites pas du fighting comme tout le monde. Franchement, c'est cool le fighting, mais on a envie de voir d'autres œuvres, d'autres styles, et je pense que l'afro devrait aussi, je sais pas, créer quelque chose d'original, et peut-être qu'un jour on aura notre propre forme de jeu vidéo, un jeu vidéo un peu novateur, créateur. Donc faites quelque chose de nouveau et ne reproduisez pas quelque chose qui a déjà été fait. Mais bon, ils ont aussi annoncé un webtoon, j'ai vraiment hâte de le lire, c'est Greenland. Il me semble qu'il était déjà sorti Greenland, mais ils vont refaire un Greenland avec, je pense, la qualité de dessin que Talian a pris aujourd'hui. Donc ça va être des dessins de high level. Je connais pas encore l'histoire, mais j'ai hâte de le lire et je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur YouTube. Aussi, ils ont le projet Oshumare, qui est un manga avec des très beaux dessins et un univers aquatique qui est assez intéressant. On voit que ça l'inspire. Peut-être c'est vraiment Sedo, tu vois, tout l'univers des îles, justement, qui l'intéresse. Mais c'est un studio à surveiller. Et Nzonzi Studio, après les refus qu'ils ont eu, ils ont construit quelque chose de novateur. Et peut-être qu'ils vont devenir, je dis pas qu'ils vont devenir demain plus grands que Kana et Kion. Peut-être. Ils ont du futur et ils sont très prometteurs. En tout cas, ils ont envie de toucher une grande palette. Et peut-être qu'ils vont faire justement de l'animation de leur propre œuvre. Parce que peut-être ce qui manque, je pense, aux afro-mangas, c'est des afro-animations. Après avoir parlé de la création, je vais vous parler de pourquoi c'est en fait, c'est l'exemple des afro-mangas. Beaucoup d'afro-mangas, comme je vous l'avais dit, passent par l'indépendance. Vous avez Red Flyer, Story de lui. Vous voyez ici, c'est le tome 2 de lui. C'est le tome 2 de Red Flyer de lui. Et il a fait un tome 1 qui est aussi édité par Glénat. Il a 5 tomes chez Glénat, sûr et certain. Et avant d'avoir été édité par Glénat, il a dû être en indépendant et faire ses propres créations, Red Flyer Stories, qui s'est excellemment bien vendu. Il a réussi son Ulule, il me semble qu'il a fait à l'époque, donc une campagne participative où les gens donnent de l'argent pour recevoir l'œuvre. Et grâce à cette réussite, cette campagne participative qui a eu un succès, il a reçu la notoriété
Et aussi, il a eu des très bons retours qui ont fait que Glénat, ils ont vu le flairon, tu vois, ils ont senti, ça sent l'argent, je vais mettre un petit billet. Et ils nous ont fait de très belles éditions. Red Flyer, c'est excellent. Et donc, comme je vous l'ai dit, Miwa reprend le même schéma type. Et la plupart des œuvres sont soit éditées par des maisons d'édition africaines. Par exemple, je pense à Legend of Cameron, qui a d'abord été édité par 3AG, une maison d'édition camerounaise. Et après, elle a été éditée en France par Cool Books. Donc vous avez vu, vous commencez soit en Afrique et après vous vous faites connaître en Occident, parce que si vous avez du succès, on le verra en Occident. L'Occident, ils vont flairer l'argent, donc ils voudront vous éditer, ou soit vous commencez en indépendant. Par exemple, Tama Édition, dont je parle beaucoup, eux aussi, ils sont passés par l'indépendance parce qu'ils savent que c'était un projet qui n'aurait pas intéressé les éditeurs de base. Et aussi, ça offre beaucoup plus de liberté peut-être en indépendance. L'indépendance, c'est plus facile. Vous avez un marché totalement nouveau. Le marché afro-manga. Qui va acheter ces œuvres? À qui sont destinées ces œuvres? Les gens ne le savent pas exactement. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu réticents, mais moi je trouve que c'est intéressant justement que les gens vont en indépendance. Parce que on sait pas. Les maisons d'édition, ils ont l'argent, ils ont leur communication et c'est vrai que vos œuvres seront à la FNAC, dans les magasins et les librairies. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette liberté créatrice. Peut-être que Miwa ne serait pas sorti en l'état s'il avait été édité par une maison d'édition. Et là, ils ont eu la possibilité, par exemple, de nous mettre du créole et de nous faire plaisir vraiment avec, même à la fin, des petites pages bonus de la création, parce que c'était en indépendant. Aussi, l'autre fait qu'on voit que c'est un afro-manga. En plus de savoir que les créateurs, on a une personne originaire de la Guadeloupe et qui met justement son cœur dans l'œuvre, on le ressent vraiment quand tu lis l'œuvre, on sent qu'il y a le cœur de l'auteur. Et les dessins de l'œuvre, il y a des belles, vraiment, des très belles inspirations. Et clin d'œil à l'Afrique. J'ai beaucoup aimé le monument de la Renaissance sénégalaise. Parce que, en fait, tu t'attends pas, tu lis les pages. Et là, ils te font un clin d'œil. Il est visible, mais discret. Parce que c'est super bien mis dans l'histoire. Et c'est là où tu te dis, le gars, il est intelligent, c'est un génie. Et tu vois pas mal de références, de clins d'œil, à la fois à toute la culture shonen. C'est pour ça que moi, je parle de afro-manga, parce que, on va pas se mentir, le matériel, c'est le manga. Il reprend les codes du manga. Mais, bien évidemment, c'est fait avec un cœur afro. La culture afro est mise en avant. Vous allez me dire, mais comment ça la culture afro est mise en avant? Donc je vais vous parler de Miwa en détail. Miwa, c'est l'histoire de Meiji, un petit garçon qui vit dans un monde où il y a 7 tribus. 7 tribus qui ont 7 grandes énergies. À la fois, ils ont tous des spécificités, que ce soit de pouvoir, et aussi, c'est des races un peu différentes, donc ils ont des peaux différentes, des spécificités particulières. Lui, Meiji, il se retrouve être un enfant entre une tribu, les Kenbois, et une autre tribu. Qu'on verra à la fin, peut-être dans le tome 2, on va plus nous expliquer quelle est la tribu de son père. Donc là, il vit avec la tribu de sa mère, et on se retrouve avec une histoire qui démarre déjà grâce à un conteur, un griot. Les griots, c'est de la culture Afrique de l'Ouest, même je pense de toute l'Afrique. Vous avez ce conteur africain, Yekri-Yekra, qui va raconter son histoire parce que l'oralité, l'art de l'oralité était très importante dans l'Afrique précoloniale. Et même on le retrouve toujours aujourd'hui en Afrique, cette oralité qui est mise en avant. Miwa démarre grâce à un conteur, ce qui est une touche de la culture africaine et un beau clin d'œil qui est mis. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle Sinners, le film de Ryan Coogler sorti cette année en 2025, qui lui aussi nous a parlé un peu des griots et de comment justement les griots racontaient les histoires et ça démarre par le récit d'un griot, tout comme Miwa. Donc, je vous l'ai dit, on a cette tribu. Meiji est l'enfant
de deux parents qui sont de deux tribus différentes. Donc, de deux races différentes. Dans l'histoire, vous comprendrez. Meiji donc ne ressemble pas totalement à son peuple, même s'il a des aspects. Par exemple, son peuple parle par la pensée. Les gens n'ouvrent pas la bouche. Ils communiquent par télépathie. Mais pour Meiji, il faut faire une exception. Donc les gens vont ouvrir leur bouche pour la première fois. Et ce que j'ai trouvé super cool, c'est que des fois dans les univers fantasy, les gens vont pas jusqu'au bout des spécificités. Voilà, les gens veulent trop copier la réalité. Et c'est là où je me dis que peut-être c'est parce qu'on a un auteur africain qui comprend qu'on a des spécificités, faut les utiliser. On utilise réellement les spécificités de leur pouvoir, de leur espèce, de leur race, parce que c'est une histoire avec des espèces différentes, c'est de la fantaisie. Donc eux, ils vont vraiment tous parler en télépathie, jamais utiliser leur bouche. Hormis à des rares exceptions. Ils savent parler, mais ils vont pas utiliser leur bouche parce que ça leur sert à rien. Ils auront des cornes spécifiques. Peut-être c'est grâce à ça qu'ils communiquent. Meiji par exemple, lui il n'a pas de cornes. Il a les oreilles qui montent, alors que sa tribu elle a des oreilles qui diminuent, qui vont vers le bas. C'est quelques petites touches qui font qu'il est totalement différent et qui est reconnu et insulté. On insulte de Zombo. N'utilisez jamais ce terme, c'est le terme qui signifie sans mêler. Sans mêler aussi, n'utilisez jamais ce terme, c'est un terme ultra raciste justement, qui fait croire que vous n'avez pas justement une pureté de sang, car vous n'êtes pas entre guillemets de la race élue, et donc vous aurez votre sang mêlé avec une race entre guillemets inférieure. Donc le sang mêlé, c'est quelque chose de ultra raciste, et on l'a dans l'histoire. Il est insulté. Bien sûr, dans l'histoire, c'est une critique. On nous insulte, on critique les personnes justement qui l'insultent, on les voit en mauvais. Meiji n'est pas accepté par sa tribu, il va être utilisé. Sa mère sera protectrice. Est-ce que sa mère restera à le protéger ou elle sera trop surprotectrice? Vous le verrez en lisant l'œuvre. Mais en tout cas, le traitement de la mère et de la relation entre la mère et le fils est intéressant. Et j'aime beaucoup que la mère figurait dans la couverture du premier tome. Parce qu'elle a une grande importance. Elle est ultra badass. Justement, sa mère, elle prend des grandes décisions. Franchement, incroyable, big up à elle. On a aussi son père. Son père, on ne le voit pas. Qui il est? Il se pose des questions. Bien sûr, je pense que vous voyez dans tous les mangas la question du père, de où, comment retrouver le père. Même en vrai, dans les histoires courantes, c'est une thématique qui revient souvent. Et en tout cas, il y a des très beaux combats qui vont être montrés. Mais bref, on va revenir sur le fait culturel. Son père, justement, a une tribu différente. Et on comprendra que la tribu du père, elle aussi, elle n'accepte pas Meiji. Donc ça veut dire que Meiji, il est dans sa tribu et il va avoir une autre tribu qu'elle n'accepte pas. Quelque chose, comme je vous l'ai dit déjà par avant, les gens de la diaspora peuvent comprendre. À la fois, dans ton pays où t'es né, t'es peut-être pas vu comme quelqu'un d'ici, mais dans le pays où t'as les origines, t'es pas comme eux. T'as les spécificités des deux. Comme Meiji, il aura des mélanges des deux dans ses pouvoirs. Ici, c'est plus ou moins bien montré, parce qu'on nous a pas détaillé tous les pouvoirs de Meiji, mais je pense qu'on pourra les détailler par la suite de l'histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé que les attributs des deux différentes espèces sont bien mis en avant et bien écrits dans cette afro-fantasy. En tout cas, on voit qu'il y a du cœur qui a été mis, et aussi j'ai beaucoup aimé le créole dans l'histoire. Franchement, c'est cool qu'on ait des petites phrases en créole, des petits mots, et on apprend grâce à ça. Le but de l'œuvre, je vous l'ai dit, c'est qu'il devienne à la fin. Ça veut dire qu'il va devenir le chef de cette tribu et pouvoir maîtriser toutes les couleurs de l'IFA. On a un monde qui est très bien construit, des personnages super bien écrits. Comme je vous l'ai dit, la relation entre la mère et le fils, elle est ultra cool et super importante. D'ailleurs, même la relation entre les parents de la mère, donc c'est les grands-parents de Meiji, est très intéressante. Que ce soit avec la mère ou que ce soit avec Meiji. On verra qu'ils ont un rapport un peu compliqué. Vous comprendrez pourquoi, quelles sont les raisons. La relation que Meiji a avec son père, elle est intéressante. Le fait que Meiji ait eu un père absent est un peu important dans l'histoire. On vous le fait comprendre. L'histoire, c'est là où elle nous fait comprendre que ces thématiques sont importantes et ces personnages aussi. Si je devrais dire quand même un défaut,
à propos des personnages, c'est que le personnage principal de Meiji, pour l'instant c'est une introduction de lui, mais pour l'instant on n'a pas encore de moment phare sur ce personnage. Pour l'instant il est en train de tâtonner, mais il est en train de grandir, donc c'est normal qu'il soit pas totalement parfait. Moi j'en attends beaucoup de lui et j'espère que dans le tome 2 on aura plus d'affirmations de lui. En fait j'espère qu'il va se retrouver un peu comme dans Red Flyer, mais c'est vrai que Red Flyer, dès le tome 1, on avait un personnage principal qui était Kelly et qui était déjà hyper orgueilleux, mais il a fait une belle construction dans le tome 2. On le retrouve beaucoup moins dans l'orgueil. Et j'espère que Meiji va beaucoup plus se mettre en avant, parce que là le tome 1 vraiment c'est ses parents qui étaient les GOAT dans les combats. Les combats, comme je vous l'ai dit, super bien dessinés, bien maîtrisés. On en a beaucoup. Ceux qui sont fans de combat, vous en avez. Ceux qui sont fans d'univers, de construction, vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de fantaisie, de mise en place de l'histoire. Car on est dans un tome 1. Beaucoup de mystères. Et ça que j'ai beaucoup apprécié aussi dans l'histoire, c'est que il y a pas mal de mystères qui nous ont teasés. Même, je les trouvais trop courts. Et j'ai trouvé que, j'aurais voulu plus savoir sur les ennemis, parce qu'on nous tease deux ennemis, on nous tease voilà, des gens qui pourront rencontrer, mais on les a pas. Donc moi j'étais là en mode c'est dommage, mais c'est un point positif, vous le comprendrez. Si je trouve que c'est dommage on n'a pas vu les ennemis, c'est-à-dire que ça donne envie de lire les prochains tomes. Et vraiment, au départ moi Miwa, je voulais lire, allez, un chapitre par jour. Je les ai lus en une journée, tous les chapitres. J'ai fait un one shot tellement que l'histoire elle m'a pris dedans, boum boum boum, j'ai carburé pour finir ma lecture. C'est pour vous dire là, tu vois, c'est pas parce que c'est une œuvre afro que je vais aimer, non. Des fois t'es là, t'es dans ta lecture, boum, tu vas à fond. Ah d'ailleurs, il faut que je dise les défauts. Bon, déjà il y a l'un des défauts, c'est le format papier comme je vous l'ai dit. Bon, le format papier de Colibri, intéressant. Ça veut dire que vous avez une belle œuvre papier, elle a de la taille... Vous voyez les comics format poche? Bah c'est à peu près la même taille. Les prix sont aussi proches des comics format poche, un peu plus cher, voilà. Donc on est à peu près 12 € pour le format papier. Les comics format poche de Panini ou de Urban, c'est 9,90. Là vous avez plus de 150 pages, peut-être même 170. Il y a pas mal de pages bonus, donc on va dire, bon, ça le fait en termes de pagination. Mais le plus gros défaut, c'est pas ça en fait. Le défaut, c'est le prix de la livraison. Je sais pas comment dire. Ceux que tu achètes sur Vinted, moi j'avoue que, ouais, Vinted j'aime bien. Quand tu achètes et que tu vois que le prix de la livraison, il est plus cher que le prix du manga, carrément tu préfères acheter 3-4 mangas, tu as plusieurs mangas. Carrément tu préfères acheter toute une série, quitte à avoir des tomes en double, que acheter 3 mangas, mais ça fait le même prix que le prix de la livraison. Genre, et là le prix de la livraison il est trop élevé. C'est là où moi je me suis dit, mince, c'est dommage. En tout cas dans celui que j'ai reçu, j'ai trouvé ça un peu dommage que, en fait il y a 2 petites erreurs où il y a 2 pages qui sont en anglais. Bon, je pense, mais après bon, c'est de l'anglais totalement compréhensible. Je sais pas si c'est un bug ou autre, peut-être c'est que moi qui l'ai reçu. Et j'ai eu 2 pages, voilà, en anglais, mais ça se disait correctement. Sinon, il n'y a aucune erreur, j'ai pas trouvé d'erreur d'orthographe. Le manga, très beau, la couverture, exceptionnelle, ça se conserve bien. Les pages, franchement, c'est honnête, parce que, dites-vous, hein, il était sous l'eau, malheureusement j'ai un peu maltraité vu j'étais parti en cours avec et tout. Malgré tout, le papier il est resté solide. Voilà, il se chiffonne pas et tout comme d'autres formats de comics. Donc c'est quelque chose à acheter. Vous pouvez même acheter le e-book, je vous le conseille sinon. Mais moi je suis plus fan du format voilà, papier, j'aime beaucoup collectionner. Et aussi comme défaut, trop court. Mais là, je pense que c'est plus une qualité qu'un défaut. Tu vois, quand tu trouves une œuvre trop courte, c'est-à-dire que tu voulais plus de pages, donc elle est excellente. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vous conseille de acheter Miwa, de donner de la force à Zonzi Studio, à Cedo Italian, big force à vous. J'espère que vous allez faire des très grandes choses. Je serai très attentif à vous.
Et en tout cas, je donnerai de la force. Le média Waxtan, Afro Pop Culture, donne de la force à toutes les œuvres afro-africaines, à tous les afro-mangas. On va essayer de les mettre en avant. Et je trouve que Miwa est un bel exemple de qu'est-ce qu'un afro-manga. Et qu'est-ce qu'on veut retrouver dans les afro-mangas. Dites-moi si vous connaissez déjà d'autres afro-mangas ou pas. Dites-moi si Miwa ça vous intéresse ou pas. Et si vous connaissiez déjà. Et comment même ils doivent faire leur publicité. Parce que c'est vrai que Miwa en fait je les ai vus faire la publicité de l'œuvre chez Kiku. Chez Kiku ils l'ont fait. Et ils l'ont fait aussi chez Café Anime. Et je me demande dans quelle autre plateforme ils vont faire. Peut-être un jour, j'aimerais bien les avoir en interview. Pourquoi pas. Mais bon, là, je suis pas assez connu pour ça. En tout cas, nous, on donne de la force aux œuvres africaines. On se retrouve à la prochaine. Lisez des afro-mangas. Et puis ça. Non. Avant de finir, est-ce que vous vous retrouvez en Meiji? Genre, est-ce que vous aussi, vous êtes entre deux univers à la fois dans la diaspora, dans votre pays d'origine, où vous n'êtes pas totalement accepté, dans votre pays où on vous accepte pas totalement, vous êtes concerné par le manga, dites-moi. Si vous avez déjà vu Miwa, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous avez beaucoup aimé ou pas Miwa. On se retrouve à la prochaine. Lisez des afro-mangas. Et puis ça. Sony Webster, on est en pétard. VLP le shit, on va soulever le flacon, on va le faire, on va laver le gang. Vos rappeurs ne sont que des posés, ils parlent, ils racontent que des beaux.